avec et sur. Bonjour à tous et bienvenue. Avec et sur, c'est quoi? Une heure chrono pour rencontrer des invités qui œuvrent dans la région et présentent leurs connaissances ou leurs travaux avec passion. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Michel Pinger, diabétologue, professeur émérite à l'Université de Strasbourg et président fondateur du Centre européen d'études du diabète. Il est également co-auteur du livre Le diabète, mieux le comprendre pour mieux vivre. Et aujourd'hui, il va partager avec nous son expertise sur cette maladie. On va peut-être commencer par une notion que vous n'avez pas, qui pour moi est assez fondamentale, qui ne concerne pas que le diabète, et qui est une notion qui n'est pas que médicale, mais qui est historique. En l'occurrence, aujourd'hui, on sait que nous sommes, dans ce passage 20e, 21e siècle, dans une période de grande transition. Climatique, tout ce que vous voulez, hein, culturel, social, etc. Ce qu'on oublie de nous dire, et les historiens l'ont écrit en 2021, c'est que nous sommes dans une période de transition épidémiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début de l'humanité, les hommes, les femmes, mouraient, quasiment tous, de situations aiguës, infections, guerres, malnutrition. Aujourd'hui, cette cause-là est en train de s'effondrer complètement et d'ici quelques années, les gens ne vont plus mourir de ce genre de choses. Il y a un très bel exemple qui montre cette évolution. Au début du XXe siècle, la grippe espagnole a tué je ne sais combien de millions de Français, mais une fois qu'elle est passée, elle était terminée. Le Covid a finalement tué très très peu de personnes si on compare à la grippe espagnole, mais il n'est pas fini et il va continuer. Donc on est en train de voir émerger d'autres maladies qui n'existaient pas, qu'on appelle les maladies chroniques. Alors les maladies aiguës, les infections, on sait que c'est transmissible. Donc il n'y avait pas de problème, on comprenait qu'il y ait des pandémies. Aujourd'hui, on a des pandémies des autres maladies chroniques, dont le diabète. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce que ça rebat complètement les cartes de la santé en France. Schématiquement, jusqu'en 1950, la cause de la mortalité, c'est la malnutrition. À partir de 2050, ça sera la dysnutrition. Jusqu'en 1950, c'était l'activité physique qui épuisait les gens. En 2050, ça sera l'inactivité qui les tue. On est complètement en train de bouleverser notre système de santé. Et cette transition épidémiologique, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas pris en compte. Et qui va être l'élément moteur de notre santé dans les années à venir. Et le diabète en est l'exemple typique. Et le diabète, c'est la première maladie chronique, non transmissible, non contagieuse, qui soit développée de manière épidémique et pandémique dans le monde. Et c'est la première de celles-là, il y en a d'autres derrière, il y a les addictions, il y a les pathologies neurodégénératives, il y a les démences Alzheimer, il y a toute une série de pathologies qui suivent la même évolution, qui n'existaient pas et qui maintenant sont en train de nous représenter le spectre de la santé en France et dans le monde. Donc ça, je crois que c'est un message important parce que toute l'activité de soins en dépend. Aujourd'hui, on ne peut pas aller chez le médecin et dire prescris-moi ça pour que je guérisse. Oui, si on a une grippe. Et encore, ça guérit tout seul. Ou une angine, un petit peu d'antibiotiques. Mais les maladies graves, celles dont on va mourir, le médecin ne va jamais pouvoir les guérir. Et donc, ça va falloir travailler sur ce qu'on appelle l'accompagnement. Vivre avec. C'est pour ça que mon bouquin s'appelle Mieux comprendre le diabète pour mieux vivre avec. Et je crois que c'est très très important. Et il faut imaginer cette maladie un petit peu de cette manière-là. Après, on peut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Le diabète de type 1, c'est une maladie du système immunitaire. Ça veut dire qu'on n'a pas su résister à des agressions virales, toxiques. On sait aujourd'hui qu'il y a d'énormément de toxiques qui sont là pour. Et l'organisme, qui est mal réglé, face à ces agressions-là, a détruit les cellules pancréatiques. Donc c'est une maladie complètement qui touche le système immunitaire. Le diabète de type 2, c'est une maladie qui touche le système métabolique, pancréatique. Et donc ça, c'est encore une autre approche complètement différente. C'est un point commun entre les deux. C'est comme toutes les maladies chroniques, quelles qu'elles soient. On ne peut pas faire une maladie chronique si on n'a pas quelque part une prédisposition génétique et si on n'a pas quelque part des facteurs auxquels on est exposé, qui vont faire apparaître la maladie. Et ça, c'est absolument fondamental. J'ai été pendant
nombreuses années chef de service aux US, donc à l'hôpital, en diabéto. Et j'étais un peu le diabétologue de référence, tu te rappelles Jean-Louis, voilà. C'est-à-dire que quand un diabétique avait consommé tous les diabétologues de la ville et de la région, il venait chez moi pour chercher le miracle. J'ai jamais fait de miracle, rassurez-vous, sinon ça se saurait. Et quand il rentrait, parce que souvent il me connaissait de nom mais pas de vue, il me regardait comme ça, et je voyais dans son regard qu'il me disait « Toi Coco, tu vas pas me faire le coup du régime, hein, ça marchera pas ». Et effectivement, je n'ai jamais fait le coup du régime, mais je lui ai dit « Voyez, quelque part on se ressemble. Vous avez un diabète, je n'en ai pas. Pourquoi d'après vous ?» Alors à ce moment-là, toujours, la personne se culpabilise. « Oh, parce que j'ai trop mangé, j'ai trop bu, j'ai fumé, j'ai fait la brinque, j'ai trompé ma femme. » Enfin, tout y passe. Je dis « Non, vous inquiétez pas. Vous avez un diabète parce que vous avez mal choisi vos parents, et moi, j'en ai pas parce que j'ai bien choisi mes parents. » Ça, c'est un message important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça permet de déculpabiliser la personne. Et quand vous rentrez dans un dialogue sur une maladie chronique qui est liée à l'environnement, les gens, et les médecins en particulier, entendent ça dire « c'est de ta faute, t'avais qu'à pas, t'avais dit que si tu faisais, t'aurais ça ». Et cette culpabilisation, c'est l'échec garanti de l'acte médical. Donc, première notion, en montrant, et on sait aujourd'hui que les gènes comptent pour 50%, et le mode de vie pour 50%, ben on peut dire que la personne est responsable que de la moitié. Mais cette notion de culpabilisation, déculpabilisation est extrêmement importante. Alors vous allez me dire, pourquoi nos gènes aujourd'hui nous font exploser cette maladie qui était toujours existée, hein, mais qui était ridiculement inexistante. Encore, moi je me rappelle quand j'ai commencé à faire du diabète, il y avait à peu près 800 000 sujets atteints en France, aujourd'hui on en a 5,3 millions. Donc vous voyez que c'est en quelques années, les choses ont explosé, ça a explosé partout. Pourquoi maintenant? Et pourquoi ça ne s'est pas produit il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans? Tout simplement parce que nous sommes tous porteurs d'un équipement génétique qui a été construit au fil et à mesure de l'histoire pour lutter contre ce dont on mourrait au fur et à mesure de l'histoire. Et je vous ai dit, on mourrait toujours de malnutrition, on mourrait toujours d'activité physique obligatoire, on mourrait toujours de ce genre de choses. Et donc nos gènes sont là pour nous dire quoi? Attention, je ne veux pas que tu meurs. Donc, je vais faire en sorte que tu ne sois jamais sous-nourri et je vais faire en sorte que tu puisses économiser au maximum ton énergie. Donc nous sommes tous porteurs, fruits de l'histoire de l'humanité, de gènes, de stockage et d'épargne. Donc forcément, si on a ces gènes-là, ils peuvent à un moment donné se retourner. Et 21e siècle, c'est le siècle où malheureusement, on a explosé complètement les modes de vie. La malnutrition, on est passé directement, non pas de la malnutrition à la non-nutrition, mais à la dysnutrition, c'est-à-dire on bouffe n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Et deuxièmement, on est passé d'une activité physique importante à une sédentarité totale. En France, en 1770, un Français avait 8 heures d'activité physique obligatoire par jour. Obligatoire pour aller au travail, pour son travail, pour faire les courses, pour aller laver le linge au lavoir, pour faire la vaisselle à la main, pour se déplacer. Donc c'était 8 heures d'activité physique obligatoire. En 2021, c'était 41 minutes. C'est le temps pour aller de la maison à la voiture, de la voiture à l'école, de la voiture au travail, et puis ça se termine là. Et ça, on l'a vu très bien décroître au fur et à mesure du temps avec l'arrivée du moteur à explosion, de la télé, de l'internet, des smartphones, etc. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, on a explosé cela et très clairement, ceci ne s'est jamais produit avant. Cette sédentarité induite, on ne l'a jamais connue avant. Avant, chaque fois, il y avait déjà des souffrances, mais on repartait dans les mêmes conditions. Là, on repart dans des conditions qui sont totalement différentes. On avait une espérance de vie moins longue, je vous l'accorde. On connaît à peu près 8 ou 9 facteurs aujourd'hui responsables. On appelle ça des exposomes. Exposome, c'est un mot nouveau. Ça veut dire, mais je trouve que c'est un mot très important, parce que ça veut dire que le diabète n'est pas dû à quelque chose. Le diabète et les maladies chroniques sont dus au fait que quelqu'un est exposé à quelque chose. Et il y a des exposomes génétiques, des exposomes environnementaux. Les exposomes environnementaux, il y en a 4 caractéristiques. C'est l'allongement de l'espérance de vie, mais sans allongement de l'espérance de vie en bonne santé. Notre population vieillissante française n'est pas en bonne santé. Elle coûte très cher à l'assurance maladie. La deuxième, bien sûr, c'est l'inactivité physique. La troisième, c'est l'alimentation qui a complètement changé. Et la quatrième, qui n'est pas négligeable, c'est le stress. Et notamment le stress lié à l'urbanisation. Il y a 2 fois plus de diabète à la ville qu'à la campagne. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai enjeu, et on comprend très bien l'enjeu quand on
venir travailler à Strasbourg avec un rendez-vous à 9h30, qu'on habite à 20 km. Une fois on arrive à 9h15, une fois on arrive à 11h. Donc c'est très stressant quand on est dans la voiture et que le rendez-vous est important. Donc ça c'est les facteurs. Alors terminons pour ces exposomes environnementaux. Il y a une très belle étude qui est sortie l'an dernier qui porte sur des vétérans américains. Les vétérans, c'est les anciens qui ont fait le Vietnam, l'Afghanistan, etc. Et aux États-Unis, les vétérans ont un service de santé extraordinaire. Ça s'appelle la Veterans Administration. Et ils ont une prise en charge qui est 10 fois supérieure à celle que nous avons nous en France où on est pourtant modèle. Moi j'ai passé 1 an dans un VA hospital à New York, c'est impressionnant. Ils sont couverts pour tout. Et ils ont pris 500 000 vétérans à l'âge de 40 ans. Ils ont regardé comment ils vivaient. Et ils ont regardé 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passait. Ils ont trouvé qu'il y avait, alors les facteurs qu'ils ont trouvés, c'est ce que je vous ai dit, mais il y a aussi le tabac, il y a aussi la dépendance aux opioïdes, il y a aussi les troubles du sommeil, il y a aussi la qualité des relations sociales, et j'en oublie. Ils ont regardé, et ils ont vu qu'il y en a 8 en tout, que la personne qui coche les 8 critères en bien vivra un certain nombre d'années de plus que la personne qui ne coche aucun des 8 critères. Et vous savez quel est le nombre d'années de différence? C'est 24 ans. Ça vous donne une idée de l'importance de ces exposomes environnementaux. Alors, ils les ont classés. Ils ont mis en premier la dépendance aux opioïdes. On n'en parle pas en France, mais elle existe. Elle est importante. Et le tabac. Opioïdes, c'est les drogues, les toxiques. Ils ont mis en deuxième l'activité physique. Et ils ont mis en troisième la vie sociale, la qualité de vie. Après, deuxième groupe, le sommeil, la nutrition vient derrière. Donc, on sait aujourd'hui exactement qu'on a ces exposomes environnementaux, on est tous exposés. On peut les sélectionner. Vous voyez, moi, je n'ai pas été bien. Je me suis garé à l'hôpital et j'aurais pu venir à pied du hôpital, donc j'ai quand même pris le tram jusqu'à pour ne pas être en retard par rapport à vous, mais je rentrerai à pied jusqu'à l'hôpital. Ouais, mais je veux dire, c'est des choses importantes qu'il faut savoir combattre au quotidien. Ça, c'est les exposomes environnementaux. Les exposomes génétiques, je vous ai dit, c'est ceux qui nous font en sorte qu'on stocke ce que l'on mange et qu'on l'épargne pour l'activité physique. L'expression de ces gènes, c'est l'obésité. L'obésité aujourd'hui, c'est une maladie, surtout celle de l'homme. L'obésité, sans obésité, aujourd'hui, on ne serait pas là. Hein. L'espèce humaine n'aurait pas survécu. L'espèce humaine a survécu pendant des siècles grâce à la capacité d'être obèse. Et quand on voit l'obésité de l'homme, bon, on la connaît, hein, c'est le birbuche, comme on dit ici, c'est une obésité qui a une mission très simple, c'est de permettre à un homme de rester sans s'alimenter pendant quelques temps en utilisant ses réserves et ensuite de remanger normalement. C'est le chasseur, quoi. Ce qui veut dire qu'un homme qui veut maigrir, il peut maigrir, hein, quand il veut. S'il ne maigrit pas, c'est qu'il ne veut pas, dans sa tête. Je sais de quoi je parle. L'homme peut maigrir. Cette graisse, elle est mobilisable. Elle est facile à mobiliser. Il suffit de bouger, il suffit de faire ce qu'il faut et elle part. Mais elle a permis à l'homme de chasser quand il n'y a rien à manger. Et la graisse de la femme, c'est pas le berbuche, c'est plutôt en dessous. C'est les cuisses, les fesses, le bassin. Là aussi, j'ai vu des tas de femmes venir en consultation. On me considère comme le dernier recours pour dire docteur, j'en peux plus, regardez, je suis pas très grosse, j'ai à peine 5-6 kilos de trop, mais regardez mon aspect, regardez ses jambes, regardez ses cuisses, regardez toute cette graisse que j'ai là, et faites quelque chose. Je lui dis, vous avez-vous fait quelque chose? Ah oui, j'ai fait tous les régimes, tous. Ah bon, et vous avez quoi? Bah, aucun résultat. Si, madame. Regardez. Si vous avez fait tant de régimes, vous avez sûrement plus de poitrine. Ah oui, c'est vrai, mes seins ont disparu. Parce que ceux-là, ils partent quand on fait du régime. Mais pas la graisse qu'elle a. Pourquoi la graisse qu'elle a ne part pas? Simplement parce qu'elle a été conçue génétiquement pour permettre à une femme allaitante de nourrir son enfant, même si elle n'a plus à manger. Donc c'est une graisse qui n'est mobilisable que sous l'effet des hormones de la lactation. Donc on peut toujours essayer de perdre, à moins d'allaiter un enfant sans manger, vous ne la perdrez pas. Puis quand le problème se pose, il est bien loin le temps de l'allaitement. Et alors moi je leur dis toujours, mais finalement dites à votre mari qu'il vous offre une glace un peu déformante sur le bas en face du lit, et puis ça passera très bien, parce que ce n'est qu'un problème d'esthétique et de vécu. Donc voilà, il y a eu cette attaque. Maintenant, aujourd'hui l'obésité, bien sûr, c'est devenu une problématique de santé, au moins celle de l'homme. Celle de la femme, c'est pas un problème. Donc on a tout cela qui est accumulé et qui explique un peu pourquoi on a cette prédisposition génétique et pourquoi aujourd'hui on a des facteurs qui font exploser la maladie.
Alors, puisqu'on est un petit peu encore dans cette transition épidémiologique, peut-être un petit mot sur le diabète. En France, c'est à Strasbourg. Parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui, grâce à Santé publique France, connaît à peu près bien ce qui se passe dans le pays, et une métropole qui fait beaucoup pour connaître la santé de ses citoyens. Je m'arrête là, le reste, je ne sais pas, mais pour la santé, ils font ce qu'il faut. En France, on a vu qu'il y avait grosso modo 2 fois plus de diabète dans le Grand Nord-Est que dans le Sud-Ouest. Sauf sur les régions côtières du Sud, où on a de nouveau beaucoup de diabète. Mais ça, on l'a vite éliminé parce que les régions côtières du Sud, c'est là où on accumule les retraités. Et les retraités ont facilement des maladies de personnes âgées. Et c'est là où il y a le plus de cardiologues aussi. Donc, il y a vraiment cette différence en 2 parties, nord-sud. Comment on explique cette différence? On l'explique simplement par le fait que dans toute cette région du Nord, il y a eu des tonnes de conflits qui ont chaque fois entraîné des phénomènes de malnutrition, qui ont chaque fois réactivé. Nous, on a eu les Allemands, les Polonais, les Allemands, les Suédois, les Allemands. Dans le Sud-Est, après Charles Martel, ils n'ont pas eu grand-chose. Et résultat, eux n'ont pas été exposés, et nous avons été exposés à des conflits répétitifs. Et donc, l'expression génétique des gens qui vivent ici est beaucoup plus importante. Et ça, c'est très, très important. Il y a un deuxième élément qui explique pourquoi en 2009, on ne trouvait plus dans le nord que dans le sud. Quand vous voulez partir en vacances, vous allez où? Dans le nord ou dans le sud? Dans le sud. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil. Et le soleil, c'est le vecteur de la santé. Le soleil conditionne le sommeil. Pour donner un exemple, en 2021, en Alsace, en janvier, on a eu le soleil 41 minutes durant le mois. Dans ma petite maison dans le sud de la France, il le voyait pendant 20 jours. Et quand on voit le soleil, les rayons UV qui viennent dans la rétine vont aller stimuler une glande qu'on appelle l'épiphyse qui fait de la mélatonine. Cette mélatonine nous fait dormir. Et donc quand on a du soleil, on dort bien. Et quand on dort bien, on n'est pas malade. On est moins malade. Et ça, c'est un message très important entre les deux. Et c'est pas la vitamine D, parce que la vitamine D, tout le monde doit en manger. J'espère que vous prenez tous votre ampoule de vitamine D tous les mois. Tout le monde, Bon. À tout âge, parce qu'on est carencé complètement dans notre région. Alors, si on reste sur la France, on a revu la carte en 2019. Alors en 2019, on a vu que, schématiquement, on avait toujours une différence, mais que les choses s'étaient relativement modifiées, puisque la différence était beaucoup plus importante qu'en 2009, entre le nord et le sud, et qu'il y avait 2 zones qui avaient tendance à devenir blanches, c'est-à-dire à voir les taux de diabète régresser. C'était la Corse, alors oublions parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, mais la Bretagne. Et on a essayé de comprendre pourquoi, et on s'est rendu compte que nos gènes, je vous ai dit, nos gènes sont mutés dans l'histoire pour nous prédisposer. Mais les gènes peuvent aussi réagir très rapidement à des situations très particulières et modifier leur expression, alors non pas en mutant, mais en se modifiant chimiquement et avec adjonction de petites molécules par-ci par-là, biochimiques, qui ne modifient pas le génome, mais vont modifier l'expression des gènes qui composent le génome. On appelle ça l'épigénétique. Et on est aujourd'hui complètement dans l'optique où l'épigénétique est en train d'expliquer majoritairement ce qui se passe actuellement. Il y a 2 situations où on a bien compris que l'épigénétique est la cause de tout, enfin actuellement. C'est la grossesse. La grossesse, c'est une belle situation, 9 mois de bonheur. Et nous étions, il y a toujours, il faut qu'elle dise, ne pas faire de trop gros bébés. Les macrosomes, on n'aimait pas trop. Déjà, ça passe pas bien à l'accouchement, et puis ça fait pas bien d'être gros à la naissance. Et il y a une trentaine d'années, une sage-femme anglaise est venue nous dire, écoutez, moi j'ai accouché des centaines d'Anglais, toute ma vie durant, et puis elle dit, à la retraite, j'ai revu mes enfants que j'ai accouchés, et j'ai vu que les petits poids de naissance donnaient des enfants gros et plutôt diabétiques à l'âge adulte. Donc l'inverse. On l'a renvoyée avec une tasse de thé, mais non, mais elle avait raison. Elle a complètement raison. Et aujourd'hui, on sait que les petits poids de naissance sont une cause, un exposome supplémentaire d'exposition. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'enfant est petit, c'est qu'il est mal nourri dans le ventre de sa mère. S'il est mal nourri dans le ventre de sa mère, on va modifier les gènes de façon à recommencer à stocker et à épargner l'énergie à la naissance. Ceci se fait notamment dans la cellule placentaire, c'est transmis à l'œuf, et l'enfant va naître avec une prédisposition. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme mal nourri va avoir un sperme de mauvaise qualité qui va prédisposer l'enfant à devenir plus facilement obèse et diabétique. Alors, comprenez bien que nous, qui nous sommes tapés la Deuxième Guerre mondiale, avec les hommes qui sont partis, qui ont été sous-nourris, qui sont revenus avec une envie folle de faire des enfants, qui ont fait un baby-boom,
et ben, le baby-boom des enfants, ben, il n'est pas terrible. Hein. Ils sont tous porteurs de ces modifications dues à ces périodes de malnutrition durant quelques années. Alors que les Bretons, ils sont restés avec les Bretonnes et les Corses avec les Corses. Donc il n'y a pas eu ce problème-là. Donc je dis toujours que finalement, le diabète en Alsace, c'est encore une fois la faute aux Allemands. C'est sûr que le problème quand une maman est diabétique, qui porte un diabète, l'enfant peut recevoir trop de sucre. S'il reçoit trop de sucre, comme il a à partir du 5e mois un pancréas, il va fabriquer plus d'insuline, il va grossir. Mais on sait aujourd'hui parfaitement gérer le diabète d'une femme qui porte un diabète de type 1. On a des systèmes extraordinaires de pompes, qui sont maintenant des pompes intelligentes, on appelle ça en boucle fermée, qui régulent la glycémie automatiquement. Donc une femme enceinte aujourd'hui, vous la mettez sous une pompe en boucle fermée, il y a quelques petits trucs à faire pour les repas, c'est pas grand-chose, mais vous êtes sûr d'avoir un équilibre parfait. Donc aujourd'hui, c'est plus un problème. Mais avant les années 74-15, hein, une femme qui avait un diabète avait 3 fausses couches avant d'avoir une grossesse. Hein. Et quand elle avait une grossesse, elle était hospitalisée 4 mois. Hein. Mais ça, c'est du passé complet. Donc j'essaie un petit peu de vous expliquer, vous voyez que nous sommes dans un système où il y a nos gènes issus de l'histoire, la mémoire des phénomènes des anciens, les modifications épigénétiques, mémoire récente, et tout ce qui est l'environnement qui explique cette explosion de diabète. Alors le diabète commence à un 26. Un 26, c'est le diagnostic de diabète. Mais ça, c'est un peu aberrant, parce que c'est comme le yaourt périmé. Hein. C'est-à-dire un 24, vous n'êtes pas diabétique, un 26, vous avez un diabète. Donc c'est une barrière artificielle que l'on crée pour porter le diagnostic. Mais en fait, à partir d'un gramme 10, c'est pas terrible. Après, il faut essayer d'être le plus équilibré possible, et notamment la nuit, parce que c'est la nuit où il se passe le plus de choses, paradoxalement. C'est pas la journée. La journée, on voit ce qui se passe, on suit ce qui se passe, on peut contrôler sa glycémie au bout du doigt ou facilement, mais la nuit, on dort, on ne se rend compte de rien. Et la nuit, il se passe des choses terribles dans notre corps humain. Et notamment chez quelqu'un qui souffre de diabète, d'hypertension, etc. La nuit, normalement, on va abaisser notre tension aux alentours de 8. On va baisser la fréquence cardiaque aux alentours de 60. C'est la récupération nocturne. C'est fondamental pour récupérer la souplesse des artères, etc. Si vous avez un diabète, très souvent, cette phase-là, elle n'est plus là. Et vous restez toute la nuit avec une tension normale. En plus, très souvent, les sujets qui ont un diabète ronflent. Et bien souvent, quand ils ronflent, c'est qu'ils font de l'apnée du sommeil. On sait que 66% des diabétiques ronflent. Et en font de l'apnée et 40% même pas sont traités. Mais il faut traiter les apnées du sommeil. Pour ça, il y a des centres spécialisés, c'est très important. La nuit, on peut faire des hypoglycémies qui passent inaperçues. Donc voilà, déjà, il faut avoir les bons outils pour se gérer. Et les bons outils, c'est d'être capable de suivre sa glycémie, son taux de sucre, soi-même. Alors maintenant, il y a des systèmes extraordinaires qu'on appelle les capteurs. On pique le capteur et on a sa glycémie toutes les 5 minutes, jour et nuit, avec des courbes à la sortie d'enregistrement qui sont extraordinaires. Alors c'est surtout pour les gens qui sont traités à l'insuline, mais pas que. Après, on met des seuils. On dit que l'hémoglobine A1C, qui est le témoin de l'équipe du diabète, doit être inférieur à 7, mais ça ne veut rien dire. Donc, si le jeune sportif n'a pas de complications, il faut être le mieux possible. Si vous êtes plus âgé, avec plus de risque de complications, il faut faire plus attention. Vous voyez, il n'y a pas de règle. On parle aujourd'hui de médecine personnalisée. On ne traite plus un diabète, on traite une personne qui a un diabète et qui est très différente l'une de l'autre. Hein. J'ai fait 2 grosses erreurs dans ma présentation jusqu'à présent, lesquelles? C'est que j'ai parlé de personnes diabétiques. On ne doit pas le dire. Parce que diabétique, c'est discriminatif. Quand on dit, ça reprend ce que vous prenez, quand on dit vous êtes diabétique, on vous met dans une case. Donc déjà là, il y a une première erreur. Et aux États-Unis, si vous prononcez le mot de diabetic patient, on vous coupe le micro. Si vous écrivez un article avec diabetic patient, on vous refuse. Patient with diabetes. Ça, c'est très important, qu'il faut savoir qu'on est des partenaires et qu'on va ensemble. Le diabète de type 2, aujourd'hui, il est chronique. Ça ne veut pas dire qu'il est réversible. C'est-à-dire qu'il est chronique. Chronique, ça veut dire traitement au long cours. On a des études qui montrent qu'on peut réversibiliser. On a des études où on a pu, au cours des 5 premières années, revenir complètement en arrière, récupérer des cellules pancréatiques et les refaire fonctionner. Nous travaillons, nous, à Strasbourg, au Centre européen, sur une molécule qui est la décorine, qui est une molécule produite par le muscle,
et qui est capable, manifestement, chez l'animal, de faire régresser un diabète de type 2 animal. Donc il y a des choses qui arrivent derrière, et en aucun cas on doit dire que le diabète est irréversible ou incurable, ce n'est pas le bon terme, c'est une maladie chronique ou long terme, mais qui va bénéficier d'avancées réelles qui font que... Alors le diabète de type 1 aussi, il est irréversible, mais on commence sérieusement à faire des transplantations d'îlots pancréatiques. À partir du moment où vous avez des îlots greffés, vous n'avez plus de problème de diabète. Vous restez toujours, bien sûr, avec un diabète, mais il n'y a plus aucun problème. On a réversibilisé le trouble. Donc, c'est une erreur des médecins. Elle est malheureusement plus que courante. Et je me bats contre ça depuis des années, mais c'est difficile. Comme de dire à tous les bobos que vous avez, auxquels on ne trouve pas de cause, c'est à cause du diabète. Ça, c'est le grand classique. C'est la fuite en avant. Il n'y a aucune maladie qui est figée, et encore moins les maladies chroniques. Et on a de la chance dans le diabète d'avoir beaucoup d'avance sur d'autres maladies, puisque cette maladie a quand même été étudiée très fortement au cours depuis la découverte de l'insuline, ça fait 100 ans maintenant. L'alimentation, c'est un des exposants environnementaux qui fait que. Et l'alimentation aujourd'hui, elle est malheureusement totalement déréglée. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas assez à manger. L'objectif, avant 1950, c'était de trouver à manger. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver à manger ce qui fait le moins de travail à cuisiner et qui est pour le moment le moins cher et qu'on prend tout fait et on va vite. Parce que dès que vous êtes, on appelle ça les AUT, les aliments ultra transformés. Et ça, c'est un désastre. Quand vous allez au supermarché et que vous achetez une barquette d'œufs, vous mettez au micro-ondes et vous mangez, regardez les compositions. S'il y a plus de 10 composants, c'est même pas bon pour le chien. S'il y a plus de 5 composants, on peut le donner au chien. Mais moins de 10. Mais s'il y a plus de 5 composants, il ne faut pas manger. Il y a forcément des choses qui sont des perturbateurs endocriniens. C'est obligatoire. Et ça, c'est un message sur lequel on se bat. Et en Alsace, on pourrait quand même, c'est quand même de travailler sur des produits de saison, de proximité. Et voilà, et ça, c'est quand même le point important. Et aussi, on n'a pas encore les fraises, alors qu'on attend encore quelques semaines pour les fraises. On n'a pas besoin de les faire venir d'Espagne ou du Sud pour les manger. On les mangera quand elles seront en Alsace, c'est-à-dire dans quelques semaines. Et on peut manger aujourd'hui les pommes de Rottelsheim, on peut manger des tas de choses. Vous savez, l'homme vit dans un monde. Ce monde n'est pas un monde fait pour l'homme. L'homme est un élément du monde. Je ne suis pas écologiste politiquement. L'homme est un élément du monde. Il est un élément au même titre que les plantes, que les arbres, que l'air, que les animaux, tout ça c'est un ensemble. L'homme a voulu prendre la main sur tout ça. Il a déréglé le système. Mais c'est lui qui le paye aujourd'hui. C'est l'homme. Contrairement à ce que nous dit, c'est pas le monde. La planète, elle va s'en remettre. L'espèce humaine, j'en suis pas sûr. Donc, on doit revenir un petit peu au respect de notre environnement. Dans mon bouquin, vous verrez que moi je parle aussi d'hypnose, de méditation, de sophrologie. Il y a des tas de domaines dans lesquels notre médecine est totalement inefficace. La médecine allopathique est inefficace. La douleur, on ne sait pas la soigner. Après le Doliprane, faites quoi? Là, par contre, il y a des médecines qui savent soigner la douleur. Donc, il faut effectivement savoir ne pas être exclusif et surtout ne pas être dictateur. Il ne faut pas de terrorisme en médecine. Il faut être ouvert et à l'écoute. Alors, je ne vais pas vous conseiller de vous nourrir de glace toute la journée. On est bien d'accord. Mais, déjà, premièrement, il faut savoir, quand on prend quelque chose d'un peu sucré, quand on le prend. Et si vous prenez un fruit à la fin de repas, non seulement c'est pas mauvais, mais c'est très bon. D'accord? Même si vous prenez un petit dessert un peu sucré à la fin du repas, c'est pas mauvais. Parce que c'est dans le cadre de l'ensemble du repas, ce qu'on appelle la mixité du repas. Ce qui est catastrophique, c'est les repas de communion en Alsace, où on fait le repas, on fait la pause, on va fumer une cigarette, on attaque le dessert après avec le café. Ça, c'est catastrophique, parce que le repas, il est passé et on n'a plus que les sucreries qui arrivent. Alors, vous avez une chance en Alsace, pour ceux qui aiment les confitures, qui est un produit qui est totalement classé en Nutri-Score A, qui est les fruits à tartiner de chez Bayer à Pfastatt, pour lesquels nous avons travaillé et que nous avons validé, qui contiennent 0 g de sucre et qui sont délicieuses et qui vous permettent de mettre plus de goût qu'une tranchette de confiture inexistante. Voilà. Puis le deuxième point, c'est que l'être humain
est un être humain, que la maladie est chronique et qu'on ne peut pas vivre toute sa vie en respectant des règles strictes. Ça n'existe pas. Donc il faut essayer de limiter un peu les dégâts, mais on ne peut pas. L'exemple typique, c'est les enfants. Un enfant qui a un diabète de type 1, il va à une soirée pyjama. Ses copains boivent du Coca-Cola, lui il va boire de l'eau. Ça va pas. Tout de suite, il est désocialisé. Alors, la mesure, c'est simple, c'est de dire aux parents, prenez du Coca zéro, et tous les enfants boiront la même chose. Il faut faire attention à ça, voilà, à ne pas désociabiliser, parce que le diabète, ça désocialise les gens. Et c'est un des gros problèmes, on parle de santé mentale, hein, c'est pas pour rien. Maintenant, il y a aussi une chose importante dans le fruit. L'orange. Vous m'avez parlé de l'orange. Vous prenez un jus d'orange le matin? Non, il faut surtout faire attention. Les fruits pressés, les jus, c'est aussi mauvais que les Coca-Cola. Hein. Quand vous pressez une orange, vous récupérez que le jus. Le jus, c'est que du fructose. Et tout ce qui est bon, ça reste dans le pressoir. Et en plus, pour faire un bon jus d'orange, il faut au moins 2 oranges, voire 3. Donc vous prenez 3 fois la quantité de glucose d'une orange et vous n'avez absolument aucun des effets bénéfiques de l'orange. Prenez une orange entière le matin au petit déjeuner, c'est formidable. Alors kiwi, c'est formidable au petit déjeuner. On dit même que le kiwi le matin, ça protège la santé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, manger des fruits, c'est important. Mais voilà, il faut les manger à bon escient, au bon moment, et surtout dans la forme entière. Il faut récupérer tout dans le fruit. L'être humain, il est fait pour manger 3 repas, matin, midi et soir. Et il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui est la base de la chronutrition, qui dit « Mon petit déjeuner, je le prends pour moi. Mon déjeuner, je le partage avec mes amis. Et mon dîner, je le laisse à mes ennemis. » Ça veut dire qu'il faut manger le maximum de choses le matin, qu'il faut avoir un repas de midi, un vrai repas de midi. C'est pour ça que les Anglais qui ne mangent jamais à midi sont en mauvaise santé. Et le soir, il faut essayer de manger le moins possible. On ne fait pas ça, on fait l'inverse. Hein. Alors le proverbe, il n'est pas chinois, il est de moi. Mais si je dis qu'il est de moi, personne ne me croit. Si je dis qu'il est chinois, tout le monde me croit. Donc je l'annonce comme un proverbe chinois. Voilà. Donc il faut manger 3 fois par jour et puis c'est tout. Le Nutri-Score, c'est quand même très bien actuellement en France. Hein. C'est très bien le Nutri-Score. Il y a quand même des petits gâteaux qui ont des Nutri-Score très bas qu'on peut utiliser tout à fait. Si vous lisez mon bouquin, vous verrez que c'est protecteur contre le diabète. Noix, noisettes, je fais la pub. Hein. On le trouve dans toutes les grandes librairies, toutes les bonnes librairies de Strasbourg. Et je veux comme vous dire, c'est que les droits d'auteur, c'est pas moi qui les touche, c'est le Centre européen pour la recherche. Donc c'est quand même une démarche qui n'est pas habituelle. Donc non, manger des noix, des noisettes, tout ça, c'est très très bon. Le miel, ça bénéficie d'une image extraordinaire, mais c'est très mauvais. C'est très riche en fructose et c'est pas bon. Les édulcorants, faut être très. Il y en a qui sont vraiment très mal cotés. La saccharine, on n'utilise plus. Hein. Le candérel, on l'évite au maximum. Le seul édulcorant, c'est celui qu'on a d'ailleurs dans les confitures, dans les fruits à tartiner de Bayer, c'est le sucralose parce qu'on peut l'utiliser à toute petite dose. Et à toute petite dose, comme il est très sucrant, on n'a aucun effet secondaire. Les petits déjeuners à l'anglaise, les breakfasts à l'anglaise, ne sont pas meilleurs que les autres. Si vous en avez envie, oui. C'est toujours bien d'avoir protéines, lipides, glucides dans un repas. Mais ce n'est pas non plus obligé de manger la tranche de jambon, le morceau de Munster, la saucisse, la leverwurst, etc. le matin. Vous voyez ce que je veux dire ? Le matin, mangez ce que vous avez envie de manger. Alors si vous allez manger, prenez du pain, prenez peut-être du pain un peu à céréales, ou pas du pain blanc. On parle actuellement beaucoup de la vie sociale, de tout ce qui apporte une forme entre guillemets, de bonheur. C'est important. Et le mot que j'emploierai en conclusion, c'est le mot plaisir. Et tout ce qui apporte un plaisir est important pour la santé, est important pour les maladies chroniques. Et donc, actuellement, on développe l'art-thérapie à l'hôpital, on développe des tas de pratiques autour de ça. Alors, c'est pas fondamental, c'est pas ça qui va faire réverser le diabète, c'est plutôt nos molécules à nous, mais ça joue un rôle indiscutable dans la manière de vivre avec. Parce que tout le problème, c'est de vivre avec. La diète, c'est partie des choses qui perturbent l'épigénétique de manière extraordinaire. Notre organisme, il est fait pour 3 repas par jour, avec idéalement moins de 12 heures entre le premier et le troisième, et jamais plus de 12 heures de diète. Et quand on mesure de la glycémie, on dit 8 heures de diète. Donc les jeûnes intermittents, si ça fait du bien aux gens, je m'en fous, ça n'apportera jamais une amélioration au diabète, bien au contraire. Ça dérègle naturellement l'organisme. Quand on jeûne, on a toute une modification qui fait qu'on devient insulino-résistant très vite. Et donc, on est obligé de monter l'insuline et on va à l'effet inverse. Non, il
faut vraiment essayer de respecter notre alimentation en 3 repas. Alors, ce qu'on a démontré, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, c'est que nos organes passent leur temps à s'échanger des messages. Tout ça communique ensemble en permanence. Quand vous dormez, nos organes continuent à travailler et échanger ensemble. Donc vous ne les mettez jamais au repos, aux organes. Si, une fois, à la mort. C'est le seul moment où vos organes s'arrêtent de fonctionner. On sait aujourd'hui que le tube digestif, l'estomac, l'intestin et les cellules adipeuses qui stockent ont une fonction digestive, donc d'absorption, d'élimination ou de stockage, mais qui est la deuxième fonction. La première fonction, c'est de sécréter des hormones en quantité importante, et les 2 plus grandes glandes endocrines, c'est pas la thyroïde, c'est pas les surrénales, c'est pas l'hypophyse, c'est le tube digestif et les muscles. C'est là où il y a le plus de cellules endocriniennes. Vous savez, on en a fait nous une étude. On a été regarder la prévalence du diabète au Cambodge entre 2000 et 2005. En pensant qu'on n'aurait pas de cas de diabète au Cambodge parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas d'alimentation, ils ne mangeaient pas de viande, que des légumes et des fruits et un peu de poisson, etc. Il était tout parfait. Et on s'est rendu compte qu'on avait le plus fort taux de diabète de toute l'Asie, contrairement à ce qu'on pensait. Et alors que l'alimentation était parfaite. C'est simplement que ces gens qui habitent au Koweït, au Cambodge aujourd'hui, sont des survivants du génocide des Khmers rouges, de Pol Pot et du Khmer rouge. Et s'ils ont survécu enfants ou in utero au génocide de Pol Pot, c'est qu'ils avaient des gènes particuliers qui aujourd'hui, avec une alimentation normale, deviennent des gènes de diabète. Et le ministère de la Santé, c'est comme tous les ministères, hein. Et un ministre reste quelques mois. Donc les mesures à long terme, ça n'intéresse pas. Et c'est pareil à la santé comme partout ailleurs, hein. Donc quelque part, oui, on essaye bien sûr de se battre. Vous savez, moi j'ai vu des choses dans ma carrière. Vous allez voir un truc très simple, les JO à Paris. À qui cela va rapporter de l'argent? À Coca-Cola. D'accord? Tant qu'on n'aura pas combattu ce problème-là, on sera toujours dépendant d'eux. Vous savez ce que c'est que la délégation de la FIFA quand elle va dans un pays encore un peu émergent? C'est 3 camions de 100 mètres de long rouge et blanc Coca-Cola. Sur chacun, il y a un ballon en taille réelle de foot. Et tous les produits donnés, c'est des magnettes, c'est des canettes de Coca-Cola. Ce ne sont que des éléments, mais rien sur le sport. Tant qu'on n'aura pas combattu ça, tout ce que je vous dis moi, ça restera des actions individuelles. Et on ne peut pas faire autrement parce que, alors, dernière anecdote, l'épidémie d'obésité infantile a démarré il y a une quinzaine d'années. Et j'avais été interviewé par un journaliste que je connaissais bien, qui était à l'époque sur TF1, et qui est venu en avion en parler. Puis il m'a dit: qu'est-ce que tu voudrais passer comme message final? Je me suis dit: j'aimerais bien que les jeunes oublient. Alors, moi j'avais un gosse à l'époque, donc ça fait bien une vingtaine d'années. Je voudrais qu'ils oublient Disney Channel, Cartoon Networks, enfin tous les trucs américains là qui passent à la télé, McDo, etc. Et qui se réintéressent au ballon de Michel Platini et au vélo de Bernard Hinault, qui a quand même 20 ans. Il me dit: passera pas ton truc, hein. C'est un peu ringard. Je lui dis: mais tu verras que Hinault il survivra à ce que d'autres ne survivront pas au niveau du dopage. Donc faisons attention. Non, mais ça passera pas parce que tous les messages concernant l'alimentation qui passent sur TF1 sont contrôlés par Coca-Cola. À l'époque, hein. Aucun message alimentaire ne passait à TF1 à l'époque qui n'avait pas été validé par Coca-Cola, qui était un des grands sponsors de TF1. Finalement, c'est passé quand même. Ils ont dû dire que c'était un mauvais communicant et que ça n'aurait pas d'impact. Mais voilà. Donc c'est pour dire simplement qu'effectivement, on est confronté à des bulldozers contre des idées, quoi. Ça, c'est clair. Mais les idées commencent à faire du chemin. Mais oui, on a un truc qui est simplement abominable. On est l'année de l'activité physique en France. D'accord ? C'est l'année dédiée à la mise en place d'activité physique. On s'est battu avec le ministère pour qu'on ait une prise en charge remboursée de l'activité physique pour les patients atteints de diabète et ou d'autres maladies chroniques au tarif d'un soin podologique, etc. Le texte a été validé, le texte a été écrit, il a été validé par la Fédération des diabétiques, par les médecins, par tout le monde, il a été approuvé par tout le monde, la communication a été mise en place, les flyers ont été préparés. C'est arrivé à l'Assemblée nationale en discussion du budget il y a un mois, et il y a un député qui a dit: écoutez, je suis désolé, mais
ça complique la vie des mutuelles et donc nous ne présenterons pas ce projet. Il était retiré du budget de la santé et il n'est pas passé. Parce que les mutuelles ne voulaient pas complémenter ce que mettait l'assurance maladie. Vous voyez un peu où nous en sommes avec les mutuelles, vous savez comme moi, elles sont assises sur des tas d'or. Tas d'or. L'or crée des oursins. Je n'en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout, mais la Covid c'était un élément fondamental pour nous au niveau diabète. Déjà parce qu'on s'est rendu compte qu'un tiers des gens décédés de la Covid, des 2 premières vagues, France, Italie et Chine, avaient un diagnostic de diabète. 30%. Donc ça a été une approche complète qui nous a montré qu'il y avait tout autre chose que la glycémie qui jouait dans le diabète, et notamment l'inflammation. Donc c'est la première chose. Et deuxième chose, le confinement a entraîné des désordres majeurs. Par exemple, ça a favorisé durant le confinement l'alimentation à la maison, faite à la maison. Mais ça a augmenté, comme toujours quand on est stressé, la consommation de sucre. Quand les confinements ont été levés, les gens ont repris leur alimentation industrielle, mais ils n'ont pas réduit la consommation de sucre. Résultat, on a induit au travers du Covid une augmentation majeure, surtout chez les jeunes, de la consommation de produits sucrés, sans avoir le bénéfice qu'avait représenté le confinement en termes d'activité physique et d'alimentation naturelle. Donc oui, ça c'est indéniable que ça a des effets très importants. Il faut savoir qu'en France, on a 2 à 3% de la population qui est diabétique et ne le sait pas, mais que dans le monde, c'est 40% de la population qui est diabétique et ne le sait pas. Donc c'est énorme. C'est énorme. Nous avons en France 8 millions de diabétiques et il y en a 1,5 million de diabétiques méconnus. Au niveau mondial, on a 570 millions de diabétiques, dont 320 qui ne sont pas connus. Mais qui sont là. Quand on les cherche, on les trouve. Avec et sur.